831 Quelque chose ne va pas lorsque Lumian a retiré le cadavre sans tête de la main abscèse et a activé la marque noire sur son épaule droite. Il a entendu la voix de Julie ainsi que le son aigu et exagéré d'un objet lourd tombant rapidement. Instinctivement, il choisit l'endroit le plus éloigné qu'il pouvait sentir comme destination de téléportation. Juste au moment où la silhouette de Lumian disparaissait, Albus entra dans la zone avec 2 marionnettes de fer. Il n'avait pas été influencé par la tentative feinte de Lumian de se précipiter vers la montagne de cadavres. Au lieu de cela, il a profité de la cécité de Lumian, invoquant une lance de flamme d'un blanc flamboyant et la lançant manuellement vers l'avant pour chasser Lumian hors du couloir, le forçant à faire face à des dangers potentiels et à d'éventuelles attaques concentrées. Albus lui-même était à la traîne de 2 à 3 mètres, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour réagir. Si Lumian devait être encerclé ou contrôlé, Albus pourrait éviter la zone dangereuse et s'approcher de la montagne de cadavres par le côté. Bien sûr, Albus ne pouvait pas se permettre de prendre trop de retard. Lumian venait de prouver qu'il pouvait empêcher Wanak de l'attaquer, atteignant potentiellement sa destination rapidement et sans entrave. Si Albus avait attendu plus de 10 à 20 secondes avant d'entrer dans la zone, Lumian aurait peut-être déjà pris contact directement avec 0-01. En temps de guerre, agir trop vite ou trop lentement peut conduire à l'échec. Alors que cette pensée traversait l'esprit d'Albus, il entendit l'explosion terrifiante de quelque chose frappant le sol. L'une de ses marionnettes de fer leva les yeux et vit un énorme météore englouti dans des flammes vives, illuminant toute la zone. Il s'écrasa vers les soldats blindés et les innombrables cadavres dans le désert, se dirigeant vers la zone d'entrée où se trouvaient Albus et Wanak. Le météore est tombé de plus en plus vite, dépassant bientôt la vitesse du son. Plus loin, Julie, vêtue d'une robe décolletée fendue, se tenait dans les airs à l'aide de pas glacés, tenant une lanterne. Avec une bague en saphir à la main gauche, elle dessina un arc vers le bas, pointant vers l'endroit où se trouvaient Wanak et Albus. Fils de pute. Pour la première fois depuis son entrée à Morora, Albus jura de manière incontrôlable dans son esprit. N'est-elle pas censée ne pas avoir encore invoqué la descendance divine? N'est-elle pas dans un état de descendance divine? Comment cette truie a-t-elle pu invoquer un météore? Qu'en est-il des règles de Morora? Et le 0-01? Ne devrait-il pas y avoir certaines restrictions? C'est la capacité d'une démone de la catastrophe. Et cette démone n'a même pas les yeux bandés. Quelque chose ne va pas. Bien que le météore n'ait pas atteint le niveau nécessaire pour détruire une ville, ni le véritable pouvoir d'une démone de la catastrophe, Albus ressentait toujours une véritable peur à ce moment-là. En tant que membre du Rouge de Guerre reconstruit par l'ancêtre, il pouvait concentrer son pouvoir vers le roi des anges, partager une partie du pouvoir en retour, et distribuer une partie des dégâts qu'il recevait. Cependant, à Morora, dans la zone centrale de seulement 0-01, cette interaction particulière a été considérablement affaiblie. Albus pouvait tout au plus utiliser temporairement les pouvoirs de la séquence 4 et certaines capacités supérieures affaiblies, mais ne pouvait transférer qu'un tiers des dégâts au maximum. Maintenant, même s'il pouvait transférer la moitié ou les 2 tiers des dégâts, la partie restante serait toujours plus que ce que son corps actuel pourrait supporter. Si le météore était tombé instantanément, Albus se serait déjà transformé en cadavre calciné. Portant un bandeau noir, il se pencha légèrement en arrière, ses cheveux s'enflammant de flammes rouges s'étendant jusqu'à son dos. Sous sa peau, ses os et sa chair brillaient faiblement d'une teinte noire de fer. Ensuite, il se transforma en une lance à flammes blanches flamboyantes, transportant rapidement les 2 marionnettes de fer vers la droite. Il avait emprunté le pouvoir de l'ange rouge. Le plan était d'abord d'éviter la zone d'impact du météore, puis d'utiliser le partage des dégâts de l'ancêtre, sa transformation métallique temporaire et les 2 marionnettes de fer comme boucliers pour survivre à l'impact ultérieur. Oui, Albus n'a pas apporté les marionnettes de fer parce qu'il les aimait ou parce qu'il ne voulait pas perdre ses yeux. Ils ont fait d'excellents boucliers. En tant que cible principale, Wanak a fait le même choix qu'Albus, mais sans la protection finale des marionnettes de fer, et a été gêné par des couches de toiles invisibles autour de lui. Alors que les brins de toile devenaient visibles, devenant blanc grisâtre, la lance à flammes blanches flamboyantes de Wanak ralentit. Bang! Le météore flamboyant a touché le sol à une dizaine de mètres derrière Wanak. Boum! De la poussière roulante, des flammes intenses et des ondes de choc terrifiantes ont englouti Wanak. Le corps de couleur métal de la personne la plus dangereuse de Morora s'est fissuré instantanément, se transformant en un cadavre calciné. Albus, qui avait fui sur une certaine distance, fut projeté contre la lance de flammes blanches par l'onde de choc, la projetant au sol. Avec un bruit sourd, la première marionnette de fer, agissant comme un bouclier, s'est rapidement cabossée et partiellement brisée, perdant instantanément sa sensation de marionnette et se transformant en ferraille. Ensuite, la deuxième marionnette de fer a subi de graves dommages, puis Albus Médicis, qui a émergé de l'état de lance de flamme, a craché une gorgée de sang flamboyant, son corps métallisé subissant des dommages. Ne sachant pas où il s'était téléporté, Lumian entendit d'abord l'explosion, puis sentit l'onde de choc tangible le frapper, suivie des flammes brûlantes. Ses oreilles sont momentanément devenues sourdes, incapables de tirer des connaissances des bouchons d'oreilles en laiton. Son corps tout entier fut projeté, mais l'intensité de l'onde de choc était tombée à un niveau qu'un faucheur pouvait supporter.
Quant aux flammes portées par l'onde de choc, elles n'ont pu enflammer que les vêtements, les bandages et les cheveux, provoquant à peine des brûlures importantes sur son corps, et ont été rapidement éteintes grâce à sa capacité à contrôler les flammes. Tua. Lumian atterrit lourdement, laissant presque tomber la lampe au carbure dans sa main. Les bandages brûlés sur son visage sont tombés, mais heureusement, il a gardé les yeux fermés. Au même moment, Lumian sentit le cadavre sans tête de la main abscesse dans sa main droite et la tête pourrie dans sa main gauche s'agiter, chacun traînant son corps vers l'autre avec une force terrifiante. Lumian ne les a pas arrêtés. Au lieu de cela, il relâcha son emprise. Il a de nouveau activé la marque noire sur son épaule droite, se téléportant à la limite de sa portée de détection actuelle. Il devait se distancer des parties fusionnantes de la main abscesse pour éviter de devenir la première cible d'attaque. Sinon, il pourrait se retrouver encerclé et attaqué. Lors du choix d'une destination de téléportation, Lumian a délibérément évité la zone d'impact et l'endroit d'où venait la voix de Julie. Dans l'environnement épais et enfumé, la silhouette de Lumian a disparu et les deux parties pourries de la main abscesse se sont rapprochées. Le cadavre sans tête saisit la tête aux cheveux emmêlés avec sa seule main, la plaçant d'urgence sur son cou. Mais cette tentative fut entravée par une certaine force, comme si une règle tacite dans le mausolée souterrain exigeait que la tête et le corps restent séparés. Bien sûr, l'obstruction n'a pas vraiment empêché la tête de se rattacher. Cela n'a fait qu'augmenter la difficulté et ralentir le processus de remontage. De l'autre côté, les flammes roulantes et la poussière dispersée se sont un peu calmées. Julie, debout sur les marches glacées, a vu que Wanak avait perdu sa force vitale, allongée sur le sol avec de profondes fissures et des marques carbonisées sur tout le corps. Elle soupira doucement de soulagement. Wanak avait toujours été son adversaire le plus redouté. Elle regrettait que Lumian se soit enfui plus tôt, manquant l'occasion de faire équipe et de tuer Wanak. À ce moment-là, le corps calciné de Wanak bougea. La personne la plus dangereuse de Morora a bondi, avec deux flammes rouges foncées brûlant dans ses orbites. Il était devenu une créature mort-vivante. Pour Wanak, qui était une marionnette spéciale de 0-01, être vivant ou exister en tant que mort-vivant ne faisait aucune différence. De plus, en tant que mort-vivant, il pourrait accéder à des pouvoirs supplémentaires. Il écarta les bras, pencha légèrement la tête en arrière et poussa un rugissement comme un cri de guerre. Soudain, la lanterne que tenait Julie s'est éteinte et les flammes autour de la montagne de cadavres se sont éteintes. Seule la lanterne dans la main d'Albus et la lampe au carbure que Lumian tenait, protégées par leur pouvoir de chasseur, vacillaient mais continuaient de brûler. L'obscurité est revenue mais n'a pas réussi à engloutir Julie. Rien. Utilisant la dernière marionnette de fer comme yeux, Albus ne put s'empêcher de froncer les sourcils en voyant cette scène. Cette bague en saphir peut protéger Julie de la sombre corrosion et de la dissolution du mausolée souterrain? Cela n'a pas de sens. Même si c'était possible, pourquoi Julie a-t-elle porté la lanterne avant? Pour nous induire en erreur? Et il ne devrait pas y avoir de capacité de démon de la catastrophe, même si c'est une version affaiblie. Quelque chose ne va vraiment pas. À ce moment, Julie laissa échapper un rire sourd et déchirant et pointa à nouveau sa main gauche vers le ciel. Dans l'obscurité au-dessus, une faible lumière est apparue alors que des glaçons pointus se formaient, pleuvant comme une tempête vers le désert, ciblant Wanak, Albus et Lumian. Wanak rugit à nouveau. C'était comme un tambour de combat, frappant le cœur de Julie et la faisant se raidir momentanément. Ensuite, une tornade reliant le ciel et la terre s'est formée, balayant tous les glaçons et se retournant vers Julie. À ce moment-là, que ce soit Lumian avec les yeux fermés, Albus avec les yeux couverts, ou Julie et Wanak avec une vision normale, ils sentirent tout le monde trembler et entendirent le craquement du vide autour d'eux. Le cadavre en décomposition de la main abscesse avait finalement rattaché sa tête à son cou.